Les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne avec 51,9% de voix selon les résultats définitifs du référendum organisé hier. Le taux de participation de 72,2%. Nous recevrons dans cette édition Youssouf Karius, économiste. Avec lui, nous allons parler du Brexit, la sortie des Britanniques de l'Union européenne. Niamey, la capitale du Niger, accueille depuis hier la deuxième session ordinaire de la conférence des ministres en charge des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que la 14e réunion des ministres des télécommunications de la CEDEAO. Les sprinteurs ivoiriens Muriel Aouré et Meïté Ben Youssef ont remporté hier jeudi les médailles d'or du 100 mètres dames et hommes lors des championnats d'Afrique d'athlétisme senior qui se déroulent à Durban en Afrique du Sud. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, les Britanniques ont choisi de quitter l'Union européenne hier jeudi avec 51,9% des voix selon les résultats définitifs du référendum organisé. Le taux de participation est de 72,2%. Les Britanniques ont donc préféré croire aux promesses de reconquérir leur indépendance vis-à-vis de Bruxelles. Kader Ouattara, Hugues Hervé Blais. L'Europe se réveille avec la gueule de bois. Les Britanniques se sont prononcés à 52% pour une sortie de l'Union européenne. Tout le monde avait en tête cette possibilité, mais personne ne voulait y croire. La Grande-Bretagne vient d'ouvrir une nouvelle page de son histoire en optant pour le Brexit avec un taux de participation de plus de 72%. C'est un résultat qui provoque des réactions contradictoires, stupeur et incrédulité chez les partisans du maintien. Le Premier ministre David Cameron annonce sa démission. Dans le camp du Brexit, c'est plutôt la jubilation. Au-delà des réactions contradictoires, cette sortie bouleverse la finance mondiale. La plupart des bourses du monde entier ont ouvert en baisse. La monnaie britannique, la livre sterling, dégringole. Elle est à son plus bas niveau depuis septembre 1985. Le mariage entre Londres et Bruxelles a été scellé en 1973. 43 ans plus tard, le divorce est effectif. L'une des conséquences de cette sortie, le Premier ministre David Cameron a annoncé sa démission du poste de Premier ministre britannique. Le chef de file conservateur de la campagne pro-Brexit, Boris Johnson, est pressenti pour lui succéder en octobre prochain. L'Écosse et l'Irlande voient leur avenir au sein de l'Union européenne. De leur côté, les partis d'extrême droite européenne appellent leur pays à emboîter le pas à la Grande-Bretagne. Kader Ouattara, Christelle Médan. Les Britanniques ont fait leur choix. Ils quittent l'Union européenne. Le Brexit l'a donc emporté avec 51,9% des voix. Première conséquence, politique, le Premier ministre David Cameron assume sa défaite et annonce sa démission pour octobre prochain. Le dirigeant du parti europhobe, UKIP, quant à lui, crie victoire et se met à rêver d'un pays indépendant. Les réactions enchaînent, se font entendre à travers l'Europe. Choc pour les dirigeants européens comme Martin Schulz et réjouissance du côté de l'extrême droite française et néerlandaise. Des résultats qui laissent déjà apparaître des dissensions. La première ministre écossaise et le Sinn Féin, parti indépendantiste d'Irlande du Nord, voient plutôt leur avenir au sein de l'Union européenne. La Grande-Bretagne est à la croisée des chemins après ce référendum. Reste à savoir si le pays résistera à un éclatement, mais aussi à la crise des marchés financiers. Nous recevons maintenant M. Youssouf Karius. Il est économiste. Bonjour, M. Karius, et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous allons parler du Brexit, la sortie des Britanniques de l'Union européenne avec 51,9% de voix selon les résultats définitifs du référendum organisé hier. Conséquence de cette sortie des Britanniques, il y a la démission prochaine de David Cameron. Vous êtes économiste, il y a l'effondrement des bourses du monde qui sont en chute libre. Oui, effectivement, les bourses sont les premières à réagir. Comme d'habitude, c'est d'abord l'impact court terme qui prime. Le marché réagit à l'incertitude que cela présente. C'est quand même inédit. Un poids lourd de l'Europe commerciale qui sort, qui en tout cas exprime sa volonté de sortir. Donc naturellement, les marchés financiers réagissent à la baisse
à l'incertitude. Le DAX 30, le DAX allemand a perdu 10% de sa valeur. Le CAC 40 a aussi perdu 9% aujourd'hui. Ce qui est encore plus notable, c'est la chute vertigineuse de la livre sterling. Il faut savoir que sur les marchés financiers en général, dès lors que la livre perd 2%, c'est, on va dire, la panique. Aujourd'hui, elle a perdu plus de 10% de sa valeur. D'accord. Pour l'instant, au niveau du dollar, il n'y a pas encore de réaction. Alors, pour l'instant, au niveau du dollar, c'est surtout justement le change entre le dollar et la livre qui est fortement impacté. Les banques centrales, cela dit, ont annoncé et ont énoncé à multiples reprises leur volonté, en tout cas, d'injecter de la liquidité et de la livre pour soutenir la valeur de la monnaie. Il est forcément, enfin, je pense très certainement que cela a eu pour effet de soutenir, en tout cas, de stabiliser en quelque sorte la valeur de la monnaie livre aujourd'hui. Cela dit, elle a quand même perdu 10% de sa valeur. Alors, Monsieur Carus, est-ce que la livre sterling peut dégringoler totalement? Il est possible. Comme je le disais, les banques centrales sont plutôt rassurantes, que ce soit la Banque centrale européenne ou même d'ailleurs la Banque centrale du Japon, qui détient pas mal de réserves en livres sterling. Je pense que cela va contribuer à amortir la chute. Cela dit, il y a de fortes chances que dans les jours à venir, cette chute continue de façon plus raisonnable. Peut-être aujourd'hui, c'est vraiment un vendredi noir. Alors, est-ce que cette sortie va ou peut perturber le continent africain, le franc CFA? Quelle stabilité? Alors, je pense qu'il y a plusieurs impacts à anticiper. Sur le plan continental, il y a certains pays qui développent des relations commerciales très abouties avec l'Angleterre, qui ont été conclus sur la base de traités via l'Europe. Donc, ces traités vont forcément être remis en question. Pour ce qui concerne la zone UEMOA, qui est une zone qui est très peu exposée aux devises étrangères, dont la livre, dont le dollar, il y a en réalité très peu d'impact à prévoir pour la zone UEMOA. Alors, la gestion financière de ce Brexit au niveau mondial? Alors, je pense que pour l'instant, sur les marchés financiers, donc à très court terme, c'est vraiment l'incertitude. Personne ne sait concrètement comment est-ce que cette sortie va s'exécuter. Il y a aussi le temps des négociations entre la Grande-Bretagne et ses partenaires européens pour encadrer cette sortie et pour ne pas justement que les relations commerciales et financières entre l'Angleterre, les acteurs de l'Angleterre et le reste du monde ne soient trop à risque, on va dire, c'est comme ça. Alors, en dehors de la gestion financière, il y a la gestion politique également. Oui, effectivement, je pense que oui, effectivement, la gestion politique est très importante. La Commission européenne, les commissions européennes vont prendre le temps de se réunir, à mon avis, tenir une ligne unifiée, harmonisée entre l'ensemble des pays de l'Union européenne, et ça c'est très important. Le risque que j'entrevois, moi, c'est surtout le risque au niveau de la Grande-Bretagne. Il y a des pays comme l'Écosse, comme l'Irlande par exemple, qui ont énoncé leur volonté d'appartenance à l'Europe, qui risquent de rester dans l'Europe, donc qui risquent de demander leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne. Donc se profile potentiellement une dislocation de la Grande-Bretagne, et ça c'est très important. Alors, il peut y avoir des délocalisations de banques au niveau de la Grande-Bretagne. Alors, potentiellement. C'est-à-dire qu'effectivement, Londres est connue pour être une place financière d'exception, on va dire, la place financière majeure de l'Union européenne aujourd'hui. Cet état de fait va changer, probablement. Donc, probablement au profit de Francfort, au profit du CAC 40. On ne sait pas encore aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il y a de fortes chances que certains grands acteurs du marché financier londonien examinent avec une probabilité plus ou moins forte on va dire, délocaliser une certaine partie de leur activité vers l'Allemagne ou la France notamment. Alors, quelle assurance pour les Ivoiriens? Dernière préoccupation, parce que voilà, pour éviter une dévalorisation du franc CFA au niveau du continent africain. Quelle assurance? Rassurer les Ivoiriens, rassurer les Africains. Il ne faut pas aller jusque-là, du moins pas encore. Enfin, on en est très très loin. La Grande-Bretagne n'est pas un pays de l'euro monétaire, on va dire ça comme ça. Donc, il y a très peu de chances que cet impact se retraduise sur le terrain en UEMOA et encore moins en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que pour l'instant, le risque de dévaluation, il est inexistant, quasiment inexistant. Le pays n'était pas trop lié à l'euro, Non. D'accord. Alors, nous recevions M. Youssouf Carus, il est économiste. Avec lui, nous avons parlé du Brexit, la sortie des Britanniques de l'Union européenne, avec 51,9% des voix selon les résultats définitifs du référendum organisé hier jeudi. M. Carus, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons changer de sujet chez le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a gracié M. Karim Meïssa Wade,
Ibrahim Abdul Khail et Alioune Samba Diassé. La grâce accordée à Karim Wade le libère du reste de sa peine, mais pas de son amende. Salima Toudia, Hamza Diaby. Le bruit courait, la rumeur circulait au Sénégal depuis des jours. La présidence confirme. Karim Wade vient d'être gracié par le président Macky Sall. Le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade a été remis en liberté dans la nuit du jeudi à vendredi. Il a quitté la prison de Rebeuss aux environs d'1h du matin pour une destination non encore précisée, même si certaines sources évoquent le Qatar. Pendant ce temps, un communiqué de la présidence annonçait la nouvelle au peuple sénégalais, ainsi que la libération de 2 autres co-accusés dans cette affaire des biens mal acquis. Néanmoins, les sanctions financières à l'encontre de l'ex-ministre restent en vigueur. Son arrestation en avril 2013 avait déchaîné les passions et son procès avait tenu le pays en haleine pendant 18 mois. À l'issue de son jugement en mars 2015, Karim Wade écope de 6 ans d'emprisonnement et 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite. Désormais, c'est la remise en liberté de celui que nombre de Sénégalais surnomment ministre du ciel et de la terre, qui ne laisse guère indifférent. Deuxième grand titre de cette édition, Niamey, la capitale du Niger, accueille la deuxième session ordinaire de la conférence des ministres en charge des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que la 14e réunion des ministres des télécommunications de la CEDEAO. Des rencontres qui ont pour but de donner un nouveau souffle à la poste, et les TIC jouent un rôle important dans l'atteinte de cet objectif. Kwasi Mamadou. Les activités postales dans notre région en général et en Côte d'Ivoire en particulier battent de l'aile depuis ces 2 dernières décennies. Une chute due à l'expansion des TIC, technologie de l'information et de la communication. Il faut donc donner un nouveau souffle à cette activité qui a pendant longtemps été un secteur clé de l'économie. La CEDEAO a mis en place une organisation regroupant les ministres en charge de la poste pour apporter des solutions. À ce rendez-vous de Niamey au Niger, il s'agit pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, président de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest et ses pairs, de faire le bilan des activités réalisées depuis ces 4 dernières années pour sauver la poste. Les TIC ont effectivement été à l'origine des difficultés que connaissent la plupart des postes, mais en même temps nous entrevoyons tous dans les TIC l'opportunité qui va permettre à nos postes justement d'avoir une deuxième jeunesse. Nous entrevoyons tous une intégration la plus forte possible des TIC dans le fonctionnement de nos postes, dans l'organisation de nos postes et également dans la fourniture de services aux populations, donc aux clients de nos postes. Cette double rencontre portant sur la 10e session ordinaire de la conférence ministérielle des postes des États de l'Afrique de l'Ouest et la 14e réunion des ministres en charge des télécommunications a été l'occasion pour le Premier ministre du Niger d'inviter les acteurs de ce secteur à s'investir davantage pour que les TIC jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme. Votre réunion se tient à un moment où notre espace communautaire est confronté à des défis de sécurité considérables avec des attaques terroristes perpétrées jusque dans nos grandes villes, actes terroristes accomplis ou facilités malheureusement par l'usage des technologies de l'information et de la communication. Au cours de ces rencontres, les ministres en charge de la poste vont plancher sur une réglementation commune au niveau de la CEDEAO pour le développement du secteur postal, mais aussi ajuster les points de vue avant le prochain congrès mondial de l'UPU, Union postale universelle, prévue en octobre prochain en Turquie. Il va s'agir également au cours de cette session du renouvellement des instances de la conférence des postes des États de l'Afrique de l'Ouest. Ici, en Côte d'Ivoire, les premières assises régionales sur la gouvernance des PME en Afrique qui ont débuté le 22 juin prennent fin. Ce vendredi 24 juin à Grand-Bassam, Tamar est tenu. Transition vers les technologies du numérique dans les entreprises, un levier de croissance et de performance des petites et moyennes entreprises. Juliette Ouya. La première édition des assises régionales sur la gouvernance numérique des petites et moyennes entreprises en Afrique veut emmener les PME à s'approprier les nouveaux usages numériques. Il s'agit surtout d'intégrer ces technologies pour améliorer leur compétitivité. Les PME constituent partout la source essentielle de dynamisme, de flexibilité. En Côte d'Ivoire, les PME représentent 98% de notre tissu économique formel. Mais
ne produisent que 20% de la richesse nationale et 23% de l'emploi formel. Pendant 3 jours, environ 200 dirigeants de PME, notamment des Ivoiriens, Burkinabés, Sénégalais et Tchadiens, participent aux travaux. Les petites et moyennes entreprises africaines ont désormais compris qu'il faut s'investir dans le numérique. Pour le moment, nous n'avons pas encore de site parce qu'au moment où nos activités ont démarré, nous avons voulu créer un site et le coût nous a freinés. Et aujourd'hui, venant aux premières choses assises des PME, et on nous dit qu'il y a une possibilité de créer un site web sans débourser un sou. Nous sommes présents à cette assise pour que l'on nous propose des solutions pour nous faciliter la tâche à être à l'aide du numérique. Déjà en Côte d'Ivoire, le gouvernement innove. Le ministère de l'Entrepreneuriat national prévoit d'ici à 2017 la mise en place d'un fonds d'appui aux PME qui intègre le numérique. Une enveloppe de 200 millions d'euros, soit environ 131 milliards de francs CFA, est prévue à cet effet. La cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké et la brigade antidrogue des douanes ont saisi des drogues et des produits pharmaceutiques non enregistrés d'une valeur de plus de 250 millions de francs CFA. Ces produits ont été incinérés en présence des autorités administratives, judiciaires et des forces de défense et de sécurité de Bouaké. Soro Corona, Abdul Kader Segodogo, RTI Bouaké. 300 kg de cannabis. 3 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés, 2 tonnes de cigarettes de contrefaçon, des doses de cocaïne et un lot de faux billets. Ce sont les saisies de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké et de la brigade antidrogue des douanes ivoiriennes. Valeur des saisies, plus de 250 millions de francs CFA. Ces saisies nocives pour la santé de leurs consommateurs ont été incinérées. Cette destruction s'est faite sous la supervision des autorités administratives, judiciaires et des forces de défense et de sécurité de Bouaké. Ces autorités ont salué le travail abattu par les hommes en armes tout en invitant la population à coopérer. Le procureur de la République félicite vraiment toutes les forces pour le travail qui est fait sur le terrain. Le procureur de la République profite également de ce micro pour encourager les forces à coopérer aussi avec Interpol. Il faut démanteler tous ces réseaux. Partout, ces groupes criminels sont établis. Nous avons mis beaucoup de temps dans cette région à dire aux gens ne faites pas cela, ne faites pas ceci. En tout cas, ça a trop duré. La récréation est terminée. Pour les douanes ivoiriennes, la pratique de ces activités est dangereuse pour le pays. Cette saisie est le fruit de 2 ans d'intenses activités de la cellule antidrogue de la 3e Légion de gendarmerie de Bouaké. La gendarmerie nationale a appréhendé 115 personnes, dont 3 femmes, qui ont été déférées à la maison d'arrêt et de correction de Bouaké, ainsi que celle de Katiola. 20 fumoirs détruits à Bouaké, Katiola et Niakaramandougou. Un champ de cannabis brûlé à Marabadiassa. 12e session du comité de gestion locale du parc national de la Comoué. On en parle maintenant au menu de cette 12e session. Un retour considérable de l'orpaillage clandestin et une transhumance négative dans le parc national de la Comoué. Nous allons rester avec Abdul Kader Segodogo de RTI Bouaké. Le parc national de la Comoué, 1 149 150 hectares, à cheval sur 3 régions, Ambol, Bunkani et Tchologo. Depuis 2013, l'Office ivoirien des parcs et réserves, dans le cadre de la renaissance de cette zone affectée par la décennie de crise que la Côte d'Ivoire a connue, a mis en place un comité de gestion locale, CGL. Un comité qui siège pour participer à cette renaissance. Des efforts sont faits pour le retour de l'activité touristique, véritable moteur économique. Pour faire le point de 3 années d'efforts, l'OIPR a entrepris un survol aérien. Résultat, la flore et la faune sont en pleine reconstitution. Malheureusement, cette note positive est entachée par un regain de l'orpaillage clandestin et une transhumance. Il y a toujours des délinquants dans les aires protégées. L'orpaillage a pris de l'ampleur. Les bouviers, avec leurs animaux, entrent dans le parc. Le parc national de la Comoué
patrimoine mondial et réserve de biosphère, doit se départir de ces maux. Que ce soit l'orpaillage, que ce soit la transhumance, il faut lutter contre ça parce que ce sont des éléments néfastes qui détruisent et perturbent complètement tout l'écosystème. Pour bouter hors du parc national de la Comoé, l'orpaillage clandestin et tous les autres maux, les communautés au cours de cette 12e session du CGL s'engagent. Il faut dire que c'est des villages qui étaient dans le parc, qui sont sortis du parc. Donc nous savions déjà qu'il y avait de l'eau dans ce parc. Mais puisque l'autorité compétente nous a dit que de ne plus aller dans le parc, faire quoi que ce soit comme activité, nous avons compris, nous avons adhéré. Et aujourd'hui, nous aidons ces autorités-là. Le comité de gestion locale du parc national de la Comoé a, au cours de cette 12e session, déploré l'insuffisance de personnel pour la surveillance du parc national de la Comoé. Des efforts seront faits dans ce sens. Promesse de l'OIPR avec à sa tête le colonel Adaman Tondosama. Enfin, un laboratoire de biologie moléculaire logé au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Bingéville. L'ouverture de ce laboratoire était un volet du programme régional WAVE financé par Bill et Melinda Foundation et les Royaumes-Unis. Francis Boifo. Des laboratoires de biologie moléculaire et de biotechnologie au pôle scientifique et d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny dans la commune de Bingéville. Ils comprennent des équipements de dernière génération et doivent contribuer à la sécurité alimentaire à travers des analyses sur les maladies virales. Premier défi, lutter contre les virus qui détruisent le manioc dans les plantations. Dans ce laboratoire, nous allons faire du diagnostic, nous allons faire aussi de la caractérisation des virus, nous allons faire aussi ce qu'on appelle le génie génétique, le clonage. Ces laboratoires ont été construits dans le cadre du programme ouest africain d'épidémiologie virale pour la sécurité alimentaire WAVE. Nos étudiants vont pouvoir avoir accès à ces matériels de pointe, donc n'auront plus besoin d'aller soit en France, aux États-Unis par rapport à ces laboratoires de biotechnologie ou de biologie moléculaire. Les enseignants pour faire leurs recherches, leurs thèses. Aujourd'hui, la recherche est en train d'être faite sur le manioc, mais nous avons l'igname, nous avons d'autres tubercules. On pourra faire des semences de qualité qui vont pouvoir résister aux maladies virales. Si ceux de la Côte d'Ivoire comprennent plus d'équipements, les laboratoires de biologie moléculaire et de biotechnologie existent également au Burkina Faso, au Bénin et au Nigeria, toujours dans le prolongement du programme WAVE. Ce programme est financé par Bill et Melinda Gates Foundation et le département for International Development du Royaume-Uni. Les responsables de l'éducation de Napié, département de Korogo, dans la région du Poro, et ceux de Tiassalé, dans la région de Languébi et Tiassa, multiplient la sensibilisation sur l'école pour tous. Ils ont décidé de primer chez les élèves méritants afin qu'ils servent de modèle. Thérèse Tapeyoboué. La politique de l'école pour tous prônée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, fait son bonhomme de chemin. Les autorités politiques, les cadres, les ONG, les responsables de l'éducation nationale font de cette politique leur cheval de bataille par des campagnes de sensibilisation, des parents encore réticents à scolariser leurs enfants et par des remises de nombreux dons aux meilleurs élèves, aux enseignants et aux structures pédagogiques. C'est dans ce cadre que le ministre d'État, Amadou Gon Coulibaly, a fait don d'un important lot de tenues et de manuels scolaires aux meilleurs élèves de Napié et région du Poro. Les parents ont été invités et encouragés à cette occasion à scolariser massivement leurs enfants et à les y maintenir. À Tiassalé et Taabo, l'excellence a été aussi célébrée. Le personnel enseignant et des partenaires qui, par leurs efforts, ont contribué au rayonnement de l'école, ont été primés. Les responsables administratifs ont demandé aux primés de rester des modèles pour eux-mêmes et pour la nation en continuant à toujours cultiver le goût de l'effort et l'amour du travail bien fait. Et toujours au chapitre éducation, les élèves du groupe scolaire Naklan d'Aniamant, Belleville, ont organisé une journée de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Ils ont mis l'accent sur l'importance de la scolarisation des jeunes filles et leur protection à l'école contre toute forme d'abus. Vénance Herman Niamien. Les élèves du groupe scolaire Nadan d'Aniamant Belleville, résolument engagés dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire,
Selon ces élèves, ce fléau qui a contribué fortement au retrait de bon nombre de jeunes filles du circuit scolaire continue de faire de nouvelles victimes. En initiant cette journée de sensibilisation sur les effets néfastes des grossesses en milieu scolaire, ils entendent attirer l'attention de leurs camarades. C'est toi qui enceinte bébé des gens, non? Moi? Ah bon? Non, ce n'est pas moi, vous êtes trompé. Vous venez à l'école, vous flattez les enfants seulement. Quand vous venez là, vous dites que je vais payer les cahiers. Et puis après tout ça, vous partez dans les marques qui remembellent. C'est la vérité. Les grossesses, ça ne sort pas comme ça. C'est une éducation qu'il faut donner à la fille. En disant, en faisant ceci, vous allez avoir tel problème. Je lance un appel aux parents pour dire ceci. À partir du moment où la fille est aussi intellectuellement capable que le garçon, il ne devrait plus avoir de problème pour leur scolarisation. La marraine de cette cérémonie, Esther Pic, n'a pas manqué d'encourager les élèves pour cette initiative. Selon elle, par cette prise de conscience des élèves eux-mêmes, les actions en faveur de la lutte contre ce fléau peuvent désormais porter des fruits. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs élèves du primaire et du secondaire de l'établissement, au nombre de 72, ont été primés. Ce qu'on apprend est tellement intéressant et tout le monde est content. Un reportage de Vénance Emmanuel Niamey. Hier, jeudi 23 juin, le monde entier a célébré la journée mondiale des veuves, une journée initiée par les Nations Unies en 2011 pour attirer le regard de la société sur la vie parfois difficile de ces femmes qui ont perdu leur mari et mieux défendre leurs droits. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministère international de la nouvelle génération de servantes de Dieu a honoré les veuves qui se battent pour se prendre en charge. Celles en difficulté ont reçu des dons et c'était en présence de Serge Colliard. Une journée pour célébrer les veuves. Un coup de cœur à ces femmes qui, après avoir perdu leur conjoint, se trouvent avec leurs enfants confrontés aux dures réalités de la vie dans une société où elles sont parfois laissées pour compte. Dans la commune de Yopougon, les veuves membres du MINOJ, le ministère international de la nouvelle génération des servantes de Dieu, ont décidé d'assumer leur statut et de se faire une place au soleil. La veuve, source de bénédiction, c'est le thème de ce moment de communion. C'est une célébration comme les grandes fêtes de fin d'année. Je voudrais vraiment encourager chacun de nous à célébrer la veuve, car c'est juste devant Dieu. Faire du bien à une veuve peut même apporter la paix dans une nation. Et une nation comme la nôtre a besoin des prières de ces mamans-là. Marthe Bémy a rendu hommage à ces femmes qui se battent au quotidien pour surmonter les épreuves de la vie. Plusieurs d'entre elles ont été distinguées. Par la voix de leur porte-parole, T.S. Gumansi, les veuves ont exprimé leur reconnaissance à tous ces bienfaiteurs et religieux qui leur apportent soutien et réconfort. À cette célébration 2016, une veuve venue du Gabon était l'invitée du MINOJ. Chez moi au Gabon, la veuve était maltraitée, la veuve n'était pas considérée. Mais la première dame du Gabon a tout fait, elle s'est battue. Et aujourd'hui, dans toute l'Afrique, dans tout le monde, on fête la journée internationale de la veuve. La journée internationale de la veuve a été instituée en 2011 par une résolution présentée par le Gabon et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010. Pour marquer cette 5e édition de la journée mondiale des veuves en Côte d'Ivoire, plusieurs dons ont été faits aux femmes. Le réseau Paix Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO a offert des fonds d'une valeur de 22 millions de francs CFA à 110 femmes de la région du Cavali pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. C'est dans la ville de Guiglo que la cérémonie de remise des fonds s'est tenue. Reportage F. Boué. Ce geste de Salimata Porqué, présidente du réseau Paix et Sécurité des femmes dans l'espace CEDEAO, REPSFECO, concrétise un projet qui a pris forme en 2013. Leadership et autonomisation des femmes du Cavali. 22 millions de francs CFA pour 110 femmes de la région du Cavali. Ces femmes ont vu leurs capacités renforcées en leadership, cohésion sociale et paix et en gestion d'activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour ses bénéficiaires. Nous sommes très contentes aujourd'hui. Parce que c'est depuis 2013 que nous avons fait la formation et on attendait ce geste.
Dieu merci, c'est arrivé aujourd'hui. Les 22 millions vont vraiment faire du bien aux femmes, aider vraiment les femmes à mener les activités. Nous voulons vraiment faire ce travail avec abnégation et suivre vraiment les instructions qui nous sont données pour que d'autres puissent prendre aussi l'exemple sur nous. Et justement, des conseils avisés. Le conseil qu'on peut leur donner, c'est vraiment de gérer à bon escient ces fonds-là, de les utiliser par rapport à ce pourquoi on leur a donné et de vraiment rembourser ces fonds afin que d'autres femmes et d'autres jeunes filles puissent à leur tour bénéficier aussi. Il ne faut pas les laisser aller de façon individuelle. Nous leur avons montré qu'il fallait que le travail se fasse par groupe, soit par groupement de 5, de 10, pour que ce soit rentable. Le projet Leadership et Autonomisation des femmes du Cavali est exécuté avec l'appui financier de ONU Femmes et de la CEDEAO. Et nous allons terminer avec cette information. Sachez que les sprinteurs ivoiriens Muriel Aouré et Meïté Ben Youssef ont remporté hier jeudi les médailles d'or du 100 mètres dames et hommes lors des championnats d'Afrique d'athlétisme senior qui se déroulent à Durban en Afrique du Sud. Marie-Josée Talou, une autre compatriote chez les dames, bien sûr, a terminé 3e. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.